L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsay, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Aujourd'hui, si on parlait du lundi vert pour des repas sans viande et sans poisson, de l'Institut national de recherche sur le numérique qui prépare le monde de demain et du festival Homo Connectus qui réfléchit à ses conséquences. Et pour parler de ces sujets, je reçois Patrick Gros, le directeur de l'INRIA. Bonjour. Bonjour. L'INRIA, c'est l'Institut national de recherche sur le numérique. Vous êtes basé à Montbonneau et vous ouvrez vos portes ce samedi au public. Le numérique, on va en parler également avec Karim Regat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur du festival Homo Connectus. C'est une première édition qui aura lieu ce week-end dans le Vercors. En face de vous, Vincent Chabas, directeur des restaurants universitaires, les rues, comme on dit. Bonjour. Bonjour. Partie du Crous. Et à côté de vous, Laurent Beck, professeur de psychologie sociale à l'Université de Grenoble. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, Laurent, à l'initiative en France, en tout cas, de l'appel du lundi vert que vous aviez lancé en début d'année 2019. Vous pouvez nous rappeler un peu le principe ? Bien sûr, donc avec Nicolas Trèche, qui est directeur de recherche à l'INRA, économiste, nous avons proposé aux Français, suite à la publication d'un texte dans Le Monde, par 500 personnes, donc signé par 500 personnalités, des acteurs, des artistes, mais aussi des chercheurs, de remplacer chaque lundi la viande et le poisson par donc une alimentation végétale. Et donc, d'après quelques mois, eh bien, ce mouvement commence à prendre de l'ampleur et on verra tout à l'heure que le Crous s'y intéresse. Pourquoi cibler la viande et le poisson ? Alors, il y a des raisons de nature environnementale, puisque la viande, la production de viande génère des gaz à effet de serre, produit une pollution de l'eau, dégage effectivement des produits toxiques, utilise des pesticides. On a également des effets bénéfiques sur la santé, de limiter la consommation de viande, maladies cardiovasculaires, cancer, etc. Et puis, il y a des raisons également éthiques qui peuvent amener à souhaiter diminuer la consommation de viande, qui est liée pour beaucoup à l'exploitation animale. Donc, pour ces trois raisons, les signataires donc, ont soutenu ce mouvement qui se développe en France et qui a été lancé il y a 20 ans à peu près à l'étranger, à l'école de santé publique de Baltimore aux États-Unis. Est-ce que ça intègre aussi les produits dérivés, les œufs, le lait, le fromage ? Non, c'est vraiment la viande et le poisson chaque lundi. C'est tout simple, c'est très facile à comprendre. On remplace la viande et le poisson par des végétaux, des légumineuses, des noix, etc. Donc ça, effectivement, c'est tout l'art des cuisiniers. Et le Crous a bien démontré que c'est possible, que ça peut être très bon. Et on essaye effectivement d'avancer dans ce sens pour une alimentation qui soit plus durable, mais qui reste très goûteuse. Si on diminue, voire on réduit complètement notre consommation de viande et de poisson, quel impact ça a sur la planète ? Alors, d'abord, effectivement, le message du lundi vert, ce n'est pas arrêter la viande et le poisson, ça c'est autre chose, c'est plutôt apprendre à cuisiner autrement chaque lundi ou à manger autrement chaque lundi. Après, évidemment, ceux qui souhaitent aller plus loin le peuvent. Les conséquences, finalement, sont relativement linéaires, c'est-à-dire si vous faites 2 jours par semaine, ça aura des bénéfices supérieurs à 1 jour par semaine, mais ça demanderait également des précautions supplémentaires. Un lundi vert, effectivement, ça permet d'essayer de nouvelles recettes, d'essayer des nouvelles manières de cuisiner, de nouveaux goûts. Et ça permet effectivement, sur ces 3 plans, en tout cas, environnement, santé et animaux, d'avoir une action très concrète, très quotidienne finalement, enfin très hebdomadaire plutôt, effectivement, sur ce sujet. Alors, vous parliez des 500 personnalités qui ont rejoint ce mouvement. Il y a des gens comme Isabelle Adjani, Stéphane Bern, Juliette Binoche, Éric Piolle, évidemment, le maire de Grenoble. C'est à la base quand même un mouvement parti du monde scientifique universitaire. Voilà, c'est ça. Il y a plutôt des chercheurs donc de l'INSERM, de l'université, de l'INRA, donc plus de 250 chercheurs qui ont signé cet appel pour lundi vert, qui est donc en ligne sur le site lundivert.fr. Et après, ils ont été rejoints effectivement par des célébrités qui finalement ont porté cet appel, l'ont fait connaître au grand public et donc publié dans Le Monde du 7 janvier, je crois, 2019. Bon, il y a eu quelques critiques quand même. On dénonçait l'initiative de Bobo pour caricaturer un peu le... Oui, certains ont faim de ne pas comprendre peut-être effectivement le message, qui est un message très simple à comprendre finalement d'évolution vers des pratiques alimentaires qui soient plus durables, une évolution douce, une évolution sur la base du volontariat et
pas du tout ni un diktat, ni une sorte de mode. Mais bien sûr, certains, évidemment, ne peuvent pas s'empêcher d'y voir autre chose. Mais je dirais ce n'est pas du tout un mouvement qui serait ni extrémiste, ni intolérant, mais plutôt un mouvement d'ouverture vers une nouvelle façon de voir l'alimentation à long terme. Alors, c'est parti de Grenoble et les Crous de l'université grenobloise ont joué le jeu tout de suite, Vincent. Voilà, très rapidement, on a été convaincu par l'argumentaire de Laurent concernant les lundis verts et on a réalisé que c'était pour nous l'opportunité de répondre à une demande importante de la part des étudiants d'avoir une offre végétarienne. Cette offre importante, on avait du mal à la mesurer et pour éviter le gaspillage alimentaire, on a jugé que la meilleure manière d'y répondre, c'était de s'engager à proposer un plat végétarien tous les lundis en plus de l'offre habituelle. Donc de ne pas priver les amateurs de viande qui ne pourraient pas s'en passer, mais d'ajouter une offre végétarienne à notre offre habituelle. Donc on a formé nos équipes de cuisine parce que pour eux, c'était une petite révolution qu'il fallait prendre en compte. Et depuis ce jour, on a proposé, donc depuis le 1er janvier 2019, nous proposons dans tous nos restaurants universitaires, tous les lundis, un plat végétarien. Et la bonne nouvelle, c'est que ça a été un succès aux yeux de notre tutelle, la direction du réseau des Crous, le CNUS. Et le Crous a décidé, la présidente du réseau des Crous a décidé de généraliser l'initiative de lundi vert à l'ensemble des restaurants universitaires de France. Est-ce que ça marche? Est-ce que les étudiants ont pris ces repas? Est-ce que vous avez déjà, depuis quelques mois, des chiffres? La proportion, par exemple, le lundi, de repas avec et sans viande? Alors, les chiffres fluctuent d'une structure à l'autre. Il y a des... Est-ce que c'est lié à la population, plutôt garçons, filles? Est-ce que c'est lié à la catégorie socio-professionnelle, au niveau de sensibilisation aux problématiques écologiques ou autres, je ne sais pas. Le fait est qu'on a quand même des niveaux qui varient. Ça peut être aussi lié à l'implication du chef de cuisine dans la préparation des plats le lundi, parce qu'on peut penser que certains vont y mettre plus de cœur que d'autres. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été une révolution pour nos équipes. Il a fallu revoir la manière de préparer les plats, revoir notre approvisionnement, parce que c'est vrai que les légumineuses, on les travaillait, mais pas de manière aussi habituelle. Peut-être pas avec autant d'épices, voilà. Donc il a fallu sortir un peu de notre zone de confort et nous renouveler. Ça représente combien en pourcentage? Alors aujourd'hui, en taux de prise, en moyenne, 3 étudiants sur 10 prennent le plat végétarien. Voilà, c'est une moyenne. Ça coûte plus cher, moins cher à produire un repas végétarien? Le ticket est au même prix, j'imagine. Alors sensiblement moins cher. Le ticket est au même prix. On s'engage à proposer le plat végétarien au même prix que les autres et on fait en sorte que ça ne soit pas un choix contraint. C'est sensiblement moins cher parce qu'on le sait, la viande est chère. Et c'est aussi, ça a été un motif qui nous a encouragés, on ne va pas se le cacher. Mais au-delà de ça, on fait appel à des producteurs en local, également en bio quand on peut. Donc on n'a pas dégagé les économies avec le lundi vert, on ne peut pas dire ça. Notre coût denrée est resté le même. Laurent, vous attaquez quand même avec ce mouvement à la culture de notre pays. La gastronomie française est basée sur la viande notamment. Oui, il y a quasiment une théologie de la viande en France. Effectivement, c'est monumental. Ça représente évidemment une symbolique parce qu'il y a le symbole effectivement du repas où la viande, on le disait, est au milieu. Il y a évidemment une industrie qui travaille fort pour nous la faire apprécier et nous la faire aimer. Et puis, il y a, je dirais, après des bénéfices certainement. En tout cas, on est habitué à une certaine cuisine. C'est très difficile de changer. Mais on a observé que des personnes qui justement essayent une autre alimentation, finalement, ils trouvent un certain bénéfice, un certain plaisir. Mais il faut commencer, il faut essayer, c'est bien l'idée. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une proposition qui est faite, beaucoup s'en saisissent pour changer d'alimentation. C'est un peu comme ce qu'on appelle un nudge, finalement. On pousse les gens vers une nouvelle pratique de façon douce, légère. Ils essayent et puis ça prend, voilà, sans brutalité, sans forcer. C'est ça qui est intéressant. Et je pense que beaucoup de gens ont de bonnes raisons, en fait, de changer leur alimentation, des raisons de santé, des raisons environnementales, mais finalement, il y a des aspects pratiques, des aspects très concrets qui font frein
Et l'offre, le fait que le Crous, justement, ait cette idée géniale, finalement, de développer l'offre auprès des étudiants, ça permettra à beaucoup de découvrir ce que c'est du végétarien, ce qui n'est pas du tout ce qu'on peut croire souvent, c'est-à-dire des plats fades qui ne sont pas nourrissants. C'est l'inverse de ça. Découvrir ça, et pourquoi pas commencer à en faire chez soi après. Ça reste des repas équilibrés Complètement. On assure toujours une protéine de substitution par rapport à la viande. Hein. Donc, en recourant soit aux produits type œufs ou aux produits légumineuses. Donc, il y a toujours un repas équilibré. On travaille avec des diététiciennes pour s'en assurer. Donc, là-dessus, il n'y a pas d'écueil. Alors, il y a pu y avoir des loupés parfois. C'est arrivé qu'au moment du service, on découvre que il manquait une légumineuse, que l'équilibre du plat n'était pas complètement assuré. Mais on a depuis corrigé le tir et aujourd'hui, 100% de nos plats végétariens sont équilibrés. Donc, on est dans la cible. Et ce qui fait vraiment plaisir à entendre, c'est qu'aujourd'hui, quand on interpelle les étudiants qui ont fait le choix du plat lundi vert et qu'on leur demande pourquoi ils l'ont pris, si c'est par conviction écologique ou autre, ce qui ressort la plupart du temps, c'est je l'ai pris parce que c'est ce qu'il y avait de meilleur. Donc voilà, c'est là qu'on voit qu'on a réellement avancé. C'est qu'aujourd'hui, le choix se porte sur le plat végétarien parce que c'est bon. Alors vous l'avez dit, le lancement au niveau national aura lieu ce vendredi à Grenoble et tous les restaurants universitaires de France. Lancer le lundi vert un vendredi, on vous l'a déjà dit. Oui, alors c'était pour des raisons de calendrier évidemment et de disponibilité des personnalités que nous souhaitions réunir ce jour-là, donc à savoir la rectrice de l'académie, Fabienne Blaise, la présidente du réseau des Crous, Dominique Marchand. Ça restera bien le lundi de toute façon. Alors voilà, c'est une inauguration un vendredi, on fera comme un lundi au restaurant, on proposera un peu lundi vert, mais l'ensemble des Crous du réseau, donc à savoir 788 restaurants, sont en ordre de bataille pour tous proposer un plat lundi vert dès ce lundi 14 octobre. Ceci étant, simplement un détail, dans beaucoup de pays en Europe, par exemple, c'est le jeudi et pas le lundi. On a fait le choix du lundi parce qu'en fait, c'est un jour finalement qui démarre la semaine. Donc, il y a une symbolique du démarrage. Prendre la bonne habitude. Voilà, c'est une bonne habitude. Et puis, par ailleurs, les études qui ont été faites sur le web montrent que c'est un jour associé justement à la santé, aux nouveaux engagements. Et puis, c'est important effectivement d'unifier l'action de la restauration collective. Donc, le choix d'un jour et pas de disséminer effectivement les efforts sur toute la semaine. Alors, il y a un site lundi-vert.fr. Vous êtes un universitaire, Laurent, vous étudiez le comportement des humains et à travers cette opération, vous avez aussi mené une étude. Voilà, c'est une expérience grandeur nature finalement, puisqu'on a fait une campagne nationale, on a réussi à rassembler plusieurs dizaines de milliers de personnes dans une enquête de suivi de cohorte. Le but est de comprendre qu'est-ce qui amène des gens finalement à changer d'habitude suite à une action nationale. Qu'est-ce qui fait que certains maintiennent un choix qu'ils font, c'est-à-dire vous avez décidé par exemple lundi, vous décidez de faire un lundi vert, puis lundi suivant vous faites pareil. Qu'est-ce qui fait que vous allez durer 2, 3, 6 mois. Voilà, donc on fait des mesures par questionnaire sur le site lundi-vert.fr et les participants, chaque lundi, reçoivent un petit email de rappel. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, c'est lundi vert et le mardi, on leur pose une question toute simple, une question binaire. Est-ce qu'hier, vous avez fait ou non le lundi vert? Voilà. Et puis, grâce à ça, on peut faire plein de traitements statistiques très intéressants qui, effectivement, nous font ressortir les profils des personnes qui se sont inscrites par rapport à la population générale, puisqu'on a fait une enquête également en population générale. Et puis également, quels sont les facteurs socio-démographiques et même psychologiques qui prédisent le fait de maintenir un choix sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc évidemment, pour les chercheurs, c'est fascinant. Vous avez le profil type en fait de votre cible avec ces études. En tout cas, il faut mieux comprendre effectivement qu'est-ce qu'il faut faire pour convaincre davantage de gens à expérimenter quelque chose de neuf en termes alimentaires. Patrick Gros, est-ce qu'il y a une cantine à l'INRIA? Absolument. On peut manger des plats végétariens? Alors, ce n'est pas opéré par le Crous, mais ils ont développé une offre végétarienne, effectivement. Voilà, ça se développe aussi en dehors du milieu universitaire. Alors, on ne va pas parler de ça avec vous. Vous êtes le directeur de l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, qui est basé dans l'agglomération grenobloise à Montbonneau, sur la zone Inno-Vallée. Le numérique, c'est devenu un acteur majeur de nos vies, pour ne pas dire l'acteur principal. Et on peut dire que ça s'invente un peu chez vous, le monde de demain. Alors effectivement, nous on est assez en amont où on développe des techniques qui vont être utilisées dans beaucoup d'applications qui effectivement petit à petit marquent de plus en plus nos vies, que ce soit dans les administrations, les entreprises, la vie quotidienne, dans tous les aspects. Oui. Quels sont les domaines par exemple dans lesquels les chercheurs de l'INRIA travaillent? Alors en ce moment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, alors on travaille beaucoup dessus, mais on parle beaucoup de sécurité, donc c'est aussi un sujet qui nous intéresse beaucoup. Il y a la question de la fiabilité, parce qu'on met de l'informatique partout.
nous, mais on espère bien que quand il y a un bug, les avions ne s'arrêtent pas alors qu'ils sont en l'air. Donc la question de la fiabilité est aussi une question qui nous intéresse beaucoup. Et puis des applications, par exemple, dans le domaine du médical ou du développement territorial. Alors là, on voit des images de votre showroom qui permet de communiquer, on va dire, pour le grand public de façon peut-être plus simple sur ce que vous faites. Et qui permet surtout d'avoir des démonstrations toujours disponibles, parce qu'effectivement, quand on va voir les chercheurs, de temps en temps, ils sont en train de travailler sur leur système, donc tout n'est pas disponible. Donc on a voulu rassembler un certain nombre de choses qui permettaient effectivement d'illustrer un peu la variété des applications qu'on peut avoir du numérique. Alors cette semaine, c'est la fête de la science, et dans le cadre de cet événement, vous ouvrez les portes de l'INRIA ce samedi aux visiteurs, avec notamment un procès, le procès un peu particulier, le procès d'un robot. Eh bien oui, parce que là, on n'a pas voulu montrer de la technologie proprement dit, mais on a voulu se projeter un peu dans le futur en disant, puisqu'on a des systèmes numériques qui prennent des décisions, qui influent de plus en plus sur nos vies, est-ce qu'à un moment, on ne va pas devoir se poser la question de la responsabilité liée à ces systèmes ? Alors, on a pris là l'exemple d'un robot dans une station de ski, et puis qui est mêlé à un accident, et puis finalement on peut se poser la question de qui fait quoi. Mais si on prend un exemple qui s'est déjà passé, alors déjà il y a des voitures automatiques qui ont été impliquées dans des accidents, où je pense des gens qui ont suivi leur système de routeurs, je dirais, pour trouver des chemins, qui se sont retrouvés aux États-Unis dans des déserts et qui sont morts dans le désert. Alors, on peut se poser la question de savoir quelle est la responsabilité alors du système, du programmeur, de l'utilisateur, parce que clairement le système était vraiment impliqué dans la... Alors avec une petite nuance par rapport au système qu'on utilisait jusqu'à présent, parce que quand on a un accident de voiture, on peut déjà mettre en cause le constructeur, c'est que là les systèmes prennent des décisions qui n'ont pas été explicitement programmés en disant ah bah tiens, au bout de 3 minutes, le système vous dira de freiner, de tourner à droite, de tourner à gauche ou de faire ci, faire ça. Là, c'est vraiment une interaction compliquée. On a donné des règles et puis l'interaction s'est faite et il y a une décision qui est prise par le système. Les gens réagissent de manière qui n'est pas complètement maîtrisée. Et à la fin, il y a un enchevêtrement de responsabilités qui peut être un peu complexe. Bon, le public pourra faire partie du jury, à donner son verdict à la fin. Il y aura le jury, le public assistera, il y aura des experts, il y a des avocats des deux parties, et puis à la fin, le public votera pour essayer de donner son avis sur quelle part de responsabilité a chacun des acteurs de cet accident. Ça sera samedi après-midi. Un robot au banc des accusés, c'est pas si fictif que ça. Vous l'évoquiez, ces cas d'accidents de voitures autonomes, notamment aux États-Unis, il y a eu des cas d'accidents mortels de voitures Uber, donc sans pilote, sans chauffeur, et c'était des problèmes techniques où forcément c'est très difficile de déterminer qui peut être le responsable. Alors c'est toujours, les erreurs humaines se retrouvent toujours, mais à d'autres endroits, puisqu'il peut y avoir des erreurs humaines dans la conception du système ou dans les réactions que les gens ont vis-à-vis des systèmes, parce que pensant que c'est automatique, les gens réagissent un petit peu différemment aussi. Il peut y avoir des piratages de systèmes, ça c'est toujours possible aussi pour des systèmes connectés. Donc on est face à des écheveaux de responsabilité un petit peu différents, sachant que c'est des acteurs qui sont pas toujours mis en cause exactement de la même façon. C'est-à-dire que normalement, dans votre voiture, quand vous appuyez sur la pédale de frein, vous attendez à ce qu'elle freine. Quand vous achetez une voiture automatique, quelle garantie vous donne le constructeur de son comportement ? Généralement, il vous en a pas parlé complètement. Donc, quand vous achetez, c'est quoi la garantie qu'il vous donne ? C'est quoi la responsabilité qu'il prend ? Donc ça, c'est des questions qui sont tout à fait à venir. Ces voitures autonomes qui vont sûrement se développer dans les décennies prochaines. Vous travaillez dessus à l'INRIA ? Alors on travaille en particulier sur la perception qu'elles ont de leur environnement et du coup des décisions qu'elles doivent prendre en temps réel. Parce que bien entendu, si on dit qu'elles doivent être absolument sûres, on aura des véhicules qui rouleront à peu près 5 km/h au maximum. C'est pas ce qu'on veut, parce qu'on veut aussi pouvoir se déplacer. Et qu'en ville, on est toujours dans des environnements extrêmement complexes. Donc oui, ça fait partie. Mais sur cette partie, effectivement, prise de décision pour savoir comment on réagit aux aléas qui viennent de l'environnement. Le grand public pourra d'ailleurs comprendre ça un peu mieux, puisqu'il y aura un des ateliers qui sera ouvert ce samedi sur cette thématique. Les visiteurs pourront également voir et comprendre la modélisation 4D. Alors, la modélisation 4D, c'est simplement un système de caméra qu'on a qui permet de saisir des formes en mouvement. Dans leur mouvement, leur 3D complet. Alors, on a l'habitude de voir des images de ce qu'on appelle la capture de mouvement, où les gens ont des petites boules blanches
pour prendre des mouvements. On a l'habitude de ça, en particulier dans des scènes de cinéma. Nous, on a des caméras normales. On prend d'un coup l'intégralité de la forme, de la texture. Donc, on voit effectivement les vêtements, etc. Et alors, il y a des applications très diverses. Il y a des applications dans le domaine du jeu vidéo, de la biomécanique, de l'art, mais aussi de la médecine, puisqu'on travaille en particulier avec un médecin qui aimerait faire des études sur la scoliose et l'évolution des scolioses de ses patients avec des techniques comme ça. Donc, à découvrir aussi samedi après-midi. Puis les objets connectés, vous l'avez évoqué, ça fait partie aussi de notre futur. Ils sont déjà là, mais ils vont se développer. Alors oui, ça se développe et ça pose énormément de questions, parce que dire qu'on met des objets qui consomment de l'énergie partout, il y a une question vraiment énergétique. Donc on est obligé de développer des réseaux nouveaux qui sont beaucoup moins consommateurs d'énergie. On développe aussi des objets qui sont capables de capter leur énergie pour pas fonctionner sur des piles. Et donc, ils vont capter, alors soit on pense bien sûr à l'énergie solaire, mais ça peut être l'énergie d'une porte qu'on ouvre et qu'on ferme, l'énergie d'un interrupteur, pour avoir juste l'énergie pour faire leur travail. Et ça exige aussi d'avoir des systèmes informatiques qui sont capables de s'éteindre et de se rallumer assez fréquemment. Parce qu'il n'y a plus d'énergie, ça s'éteint. Puis de nouveau, tiens, il y a un rayon de soleil où il y a un peu d'énergie qui arrive. Donc le système se réveille, fait son petit travail, envoie son information et puis se rendort après. Et ça, nos systèmes, ils ne s'endorment pas si facilement que ça actuellement. Quand on éteint un ordinateur, ça prend toujours un peu de temps. Et là, quand il n'y a plus d'énergie, tout s'éteint d'un coup. Donc il y a vraiment du travail pour essayer de faire des objets qui apportent vraiment quelque chose sans être la source d'un problème environnemental plus important que ce qu'ils sont censés résoudre. Bon, cette journée porte ouverte, en tout cas, c'est ce samedi. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire quand même au préalable. Voilà, pour juste qu'on vérifie que tous les gens inscrits aient une place dans l'amphithéâtre et que pour les ateliers, on soit en nombre raisonnable pour que tout le monde puisse vraiment en profiter. Voilà, sur le site de l'INRIA Grenoble. Le numérique sera au cœur également d'un nouvel événement qui aura lieu ce week-end. Karim Regal, le festival Homo Connectus. Ce sera à Autran dans le Vercors. Vous êtes psychopédagogue, gestalt-thérapeute et systémicien. Alors, je vous avoue que ce n'est pas des termes que j'emploie régulièrement. En gros, c'est quoi votre domaine d'intervention ? Là, je suis l'initiateur de ce festival, et c'est un vrai travail d'équipe, puisque ça a été initié il y a 2 ans, le projet. Hein. Et bon, ça fait partie on va dire, de casquettes différentes. Et il serait long d'énumérer le sens de ces disciplines que vous venez d'évoquer. Et là, je suis en tant que coordonnateur de cet événement qui porte sur le numérique et le vivant. Ouais. Donc, vous étudiez les connexions, les évolutions de l'homme avec son environnement, on peut le résumer comme ça ? Oui, la question, il y a un mot qui est aujourd'hui très courant, qui est devenu presque banal, c'est la connexion connectée. Nous sommes tous connectés. Et connectés à quoi ? Hein ? Alors bien sûr, c'est le champ du numérique, l'intelligence artificielle, toutes ces technologies qui ont envahi différentes dimensions de nos vies, de notre vie. Bien sûr, on a des choses formidables qui sont en train de se passer dans ces disciplines. Mais il y a aussi l'ombre. Hein. Nous, c'est le numérique et le vivant. C'est à la fois mettre à jour les lumières de ces nouvelles technologies, leur impact de manière positive, mais aussi il y a des impacts qui sont plus problématiques, voire délétères. Et l'objectif de cet événement, c'est de mettre à jour, quand on va arriver là, on sortira peut-être un peu plus conscient de toutes ces disciplines qui existent, avec la possibilité de nous connecter de manière plus intelligente, de manière plus appropriée. Et puis se connecter à quoi ? Nous sommes dans le Vercors, qui est parc naturel. C'est aussi ne pas oublier la connexion à soi, la connexion à l'autre. Nous sommes dans le numérique, dans le cyberespace, les connexions virtuelle où nous sommes connectés à l'autre bout du monde, mais le voisin d'à côté, nous le connaissons à peine. Donc, quand on parle de connexion, on parle de quoi ? Et là, nous, il ne s'agit pas de partir à l'époque préhistorique et nier tout le progrès. Il s'agit de profiter du meilleur du progrès et en même temps nourrir quelque chose qui est premier, c'est la relation à soi, la relation à l'autre. Et aujourd'hui, c'est particulièrement d'actualité, c'est l'impact sur notre environnement. Dans cet événement, il va y avoir des auteurs, écrivains, des journalistes scientifiques, des chercheurs
et des chercheurs notamment qui travaillent plus particulièrement sur l'impact du numérique sur notre environnement. Est-ce que nous avons conscience de tout ce que nous mobilisons et l'impact qu'il y a sur l'environnement? Ce sera partie des connaissances que nous allons avoir la possibilité d'acquérir dans le cadre de cet événement et peut-être à partir de là devenir un éco-citoyen plus responsable, plus mesuré et à la fois pouvant en jouir de cette technologie et à la fois aussi savoir mesurer la pratique. L'impact. Vous parlez de la zone d'ombre de ces innovations, de ces technologies du numérique. Il y a le dossier de l'électrosensibilité à toutes ces ondes, à ces antennes qui, depuis quelques années, fait parler. C'est un thème que vous allez aborder. Par exemple, les ondes d'ombre, on pourrait parler des addictions qui s'opèrent aujourd'hui, des troubles de comportement qui s'opèrent. Ce sont des choses, des constats que nous pouvons faire de l'enfance à l'âge adulte. Il n'y a pas d'âge pour entrer dans ces problèmes comportementaux, psychopathologiques. Et il y a aussi une explosion des allergies aujourd'hui. Il y a des gens qui sont hypersensibles aux produits chimiques, les vêtements qui sont lavés avec des produits chimiques. Il y a des personnes, vous rentrez dans cette salle, dans la salle où ils sont avec votre vêtement et ils sont mal, quoi. Il y a des cliniques maintenant qui existent pour ces problématiques-là. Et il y a ce qu'on appelle les électrosensibles. Ce sont des gens qui ne supportent pas d'être dans le champ du numérique où il y a ces radiations-là. Ils doivent rechercher ce qu'on appelle des zones blanches pour pouvoir continuer à vivre. Là, c'est presque survivre. Et nous allons ouvrir ce festival, ce forum festival, avec un film qui s'appelle Ondes Noires et où il y aura aussi des médecins et chercheurs qui seront là, qui vont nous permettre de partager, de réfléchir sur, entre autres, ce constat difficile pour certains de nos concitoyens. Patrick, sur la partie zone d'ombre du développement de ces technologies, les chercheurs de l'INRIA regardent ça quand même avec un œil objectif. C'est un vrai sujet de recherche, c'est-à-dire que les technologies consomment, les technologies, alors on parlait d'environnement, effectivement, on peut parler de consommation énergétique, l'informatique consomme une part non négligeable de l'énergie mondiale. Actuellement, le numérique consomme à peu près autant que le transport aérien. D'ici une dizaine d'années, devrait consommer autant que l'ensemble des transports. Donc l'impact du numérique est relativement fort. Après, on sait ce qui consomme le plus. Clairement, 80% du trafic Internet, c'est de la vidéo. Donc c'est YouTube, c'est Netflix, c'est toutes les vidéos qu'on regarde. Et donc, ça a un impact très fort. Donc oui, on travaille sur ces aspects énergétiques. Alors, on travaille de plusieurs façons. Il y a essayer d'avoir de l'informatique qui consomme moins, mais il y a aussi travailler sur les usages. Et l'autre environnement sur lequel l'informatique a un impact très fort, c'est l'environnement humain. Et là aussi, il faut qu'on fasse de l'informatique qui ne soit pas que des choses invasives qui nous isolent dans des bulles. Et quand on dit qu'on est connecté, souvent les gens sont déconnectés de leur environnement parce qu'ils sont justement dans leur téléphone portable. Et alors, on a tout un tas d'anecdotes. Effectivement, les gens qui rentrent dans des lampadaires parce qu'ils regardaient leur téléphone, qui tombent dans les escaliers parce qu'ils étaient en train de taper un SMS. Mais je pense qu'il faut qu'on trouve des outils, des modes d'interface qui soient quelque part, qui ne nous déconnectent pas effectivement de notre environnement et qui permettent effectivement d'avoir une qualité de vie que l'on souhaite. Et ça, c'est vraiment des sujets de recherche actifs qui peuvent... Alors pour certains, sont des corollaires de plus en plus importants de leur activité. Pour d'autres, deviennent des sujets de recherche en tant que tels, de voir comment on peut faire des systèmes qui soient vraiment à notre service et pas l'inverse. C'est des réflexions qui sont dans l'air du temps, qui seront donc traitées pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, à Autran pour cette première édition. Merci à tous. Homo Connectus, on peut retrouver tout le programme sur le site internet. Et puis, on se donne rendez-vous lundi pour un repas sans viande et sans poisson, messieurs. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.